partie. Merci à tous de votre présence jusqu'à la fin de ce post-ESMO 2023. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la thématique des tumeurs génito-urinaires mes deux collègues, le docteur Natacha Naoun et le docteur Alice Bernard-Tessier, qui vont là encore nous montrer l'actualité très riche que nous avons eue, notamment en présidentielle, pour les tumeurs génito-urinaires. Natacha. Merci beaucoup Laurence. Bonsoir à tous et aux courageux qui sont encore avec nous. Donc pour commencer le tour d'horizon de l'actualité de l'ESMO 2023 pour les tumeurs urogénitales, on va commencer par le cancer du rein. Merci. Donc petit rappel des guidelines actuelles de l'ESMO. Donc le traitement de première ligne du carcinome rénal à cellules claires, donc le sous-type le plus fréquent en première ligne métastatique, est une association de deux traitements, soit un doublet d'immunothérapie, soit une association immunothérapie et thérapie ciblée anti-VEGFR. Et par contre, pour les lignes ultérieures, après progression, une succession de monothérapie et des thérapies ciblées anti-angiogéniques. Et donc dans ce contexte, Laurent, c'est toi qui nous as présenté donc les résultats de l'étude LISEPARK 005 qui évaluait une molécule first in class, le belzutifan. Donc quel est le mécanisme d'action de cette nouvelle molécule? Ça repose sur effectivement le mécanisme de l'hypoxie qui est impliqué donc, dans l'oncogénèse du carcinome rénal. Donc, en cas d'hypoxie réelle ou induite en cas d'inactivation de VHL, il y a une accumulation de IF-alpha et qui peut se dimériser et donc est un facteur de transcription responsable de l'activation des mécanismes de réponse à l'hypoxie et notamment la néoangiogénèse. Donc, le belzutifan est un anti-IF-alpha et donc va interrompre ce mécanisme il agit donc en amont des anti-angiogéniques qu'on utilise actuellement. Donc, l'étude LISEPARK 005 était dans le contexte du carcinome rénal à cellules claires métastatique, mais avancé, pré-traité, pour des patients qui avaient reçu au moins une immunothérapie et plusieurs anti-VEGFR, au moins 1 jusqu'à 3. Donc, plus de 370 patients dans chaque bras qui recevaient soit de l'éverolimus à la dose standard de 10 mg par jour. Donc, l'éverolimus, un inhibiteur de mTOR utilisé historiquement dans le carcinome rénal avancé, versus donc, le belzutifan à l'épreuve à 120 mg par jour, donc 2 thérapies orales. Donc les caractéristiques des patients, comme on le disait avant, des patients lourdement pré-traités, avec une majorité qui avait reçu 3 lignes de traitement et une majorité de patients de pronostic IMDC intermédiaire, donc une population de patients très avancés dans leur maladie et qu'une maladie relativement agressive. Donc cette étude était positive sur son critère de jugement principal qui était la survie sans progression avec un hazard ratio à 0,75. Ceci était reproductible dans l'ensemble des sous-groupes en faveur du belzutifan donc pour ces patients pré-traités. Également un signal en survie globale à la limite de la significativité. Et également un taux de réponse très intéressant pour des patients en 3e, 4e ligne, selon s'ils avaient reçu un doublet ou non, donc de plus de 22%, avec également une petite fraction de réponse complète. Donc dans cette situation, ce qui est très très intéressant, avec un profil de tolérance, encore une fois pour des malades très avancés, tout à fait gérable. On retrouve comme principaux effets secondaires des mécanismes liés au mécanisme d'action de la molécule, une anémie et une hypoxie essentiellement. Ça donc, se traduisait également par un bénéfice en qualité de vie, donc, ce qui est très intéressant dans cette population. Donc, on a à la fois dans cette étude la preuve d'efficacité d'une nouvelle classe de molécules orales avec une réduction de 25% du risque de progression et un profil de tolérance tout à fait acceptable, compatible avec une maladie avancée avec un bénéfice en qualité de vie en plus du bénéfice en PFS. Donc, ce qui fait qu'on attend impatiemment l'arrivée de cette molécule pour nos patients en progression, mais aussi dans le cadre de son évaluation à des stades plus précoces de la maladie, à la fois en première ligne métastatique en association avec un TKI plus ou moins une immunothérapie, mais également en adjuvant en association avec le pembrolizumab. Donc voilà pour le carcinome rénal. Et pour les carcinomes urothéliaux, donc une actualité très très riche, un petit peu difficile de faire le tri sur tout ce qu'on a pu voir pendant cet ESMO, mais quand même une grosse actualité avec 2 gros essais de phase 3 randomisés qui ont été présentés en présidentielle le lundi. Donc avant l'ESMO 2023, mais avec déjà des phases 3 positives dans le carcinome urothélial devant l'année 2023. Voilà le standard. Donc le début de la prise en charge métastatique est une chimiothérapie à base de sel de platine, carbo-cisplatine, avec une maintenance par avelumab pour les patients répondeurs ou du pembrolizumab. Et pour les lignes ultérieures, si les patients présentent une altération FGFR, ils peuvent être éligibles à une thérapie ciblée. Donc on rappelle l'importance de tester tous les patients à l'entrée en phase métastatique pour cette anomalie.
leucémie, et l'enfortumab, donc accessible aussi pour les maladies avancées en monothérapie. Et donc vers un nouveau standard pour 2024, mais lequel, avec les résultats qu'on nous a donnés. Donc j'ai inversé l'ordre de la présidentielle parce que je trouvais que c'était plus intéressant comme ça. Donc l'essai de Checkmate 901 qui était réservé donc aux patients en première ligne métastatique mais cisplatine éligibles, donc qui évaluait l'association d'un doublet standard par cisplatine gemcitabine plus ou moins nivolumab. Donc un essai de phase 3 randomisé. Les patients recevaient la chimiothérapie jusqu'à 6 cycles dans les 2 bras et dans le bras expérimental en concomitance avec le nivolumab suivi d'une maintenance par nivolumab en monothérapie. Donc cette étude était positive en survie globale, avec un hazard ratio à 0,78 et également positive en survie sans progression. Donc avec une toxicité qui était acceptable, assez attendue. On a quand même l'habitude de faire chimio puis immuno en séquentiel, donc le profil de tolérance n'était pas très différent avec la concomitance. Et par contre, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu les résultats de 2 autres phase 3 de chimio-immunothérapie qui, pour le coup, étaient négatives. Donc, comment expliquer un peu ce résultat discordant? Est-ce qu'on avait déjà pu voir avec l'atezo et le Pimbro? Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. C'est déjà que cette étude était réservée aux patients cisplatine éligibles, donc avec un rôle quand même immunomodulateur potentiel du cisplatine. Et aussi dans le bras comparateur, donc notre standard était la maintenance par immuno actuellement, et les patients du bras standard dans cette étude ont peu reçu d'immunothérapie en maintenance par avelumab, de l'ordre de 20% des patients, alors qu'on a des taux de réponse normalement, et donc des patients éligibles à la maintenance, de l'ordre de 40 à 50%. Donc ce sont des facteurs qui peuvent éventuellement expliquer cette différence. Et donc la seconde étude très importante qui a été présentée durant la même session, c'est l'étude EV302, donc dans le même setting, mais qui évaluait en face de la chimio standard par doublet, donc cette fois les patients pouvaient être cisplatine éligibles mais platine éligibles, évaluait le doublet enfortumab vedotin, donc c'est un anticorps conjugué qui cible la nectine 4 avec un antimicrotubule comme charge active, associé avec le pembrolizumab. Donc contrairement à la chimio qui allait jusqu'à 6 cycles, par contre ce traitement n'a pas de durée maximale. Le Pimbro allait jusqu'à 35 cycles, mais en soi, pour l'enfortumab, il n'y a pas de durée maximale de traitement. Donc plus de 800 patients dans cette étude qui étaient largement positives en PFS avec un hazard ratio à 0,45 et également très largement positives en survie globale avec un doublement en fait, de la médiane de survie globale. Donc un résultat très impressionnant face à la chimiothérapie par platine qui était le standard depuis maintenant 30 ans, donc avec des nouvelles molécules. Donc vraiment plus de chimiothérapie en première ligne pour le carcinome urothélial. Que les patients soient cisplat éligibles ou non, le bénéfice était similaire, donc aussi très important, notamment quand on met ces résultats en face de l'étude que je viens de vous présenter en concurrence pour la première ligne métastatique. Un bénéfice, quels que soient les sous-groupes, très net en faveur de l'association enfortumab vedotin Pimbro. Et un profil de toxicité auquel on s'attend relativement quand on connaît l'enfortumab en monothérapie, avec notamment 50% de neuropathie périphérique sensitive, qui est essentiellement la tox limitante en pratique pour ce traitement. Et on note pas d'effets secondaires cutanés graves, en tout cas pas de décès toxiques sur la toxicité cutanée qu'on connaît avec cette molécule sur d'autres études, donc plutôt quand même rassurant sur la sécurité. Donc, quel standard maintenant? Donc, on s'attend à effectivement une première ligne sans chimiothérapie en tant que telle, un anticorps conjugué, mais pas de chimiothérapie. Donc, quid de la deuxième ligne? Est-ce que ce sera vraiment la chimio? Faudra-t-il faire une maintenance? Et d'autant plus que ce doublet, donc enfortumab Pimbro, est aussi en cours d'évaluation en situation néoadjuvante pour les patients porteurs de tumeurs infiltrantes localisées. Donc, beaucoup de changements à attendre, en plus de ceux qu'on avait déjà connus pour le carcinome urothélial avancé, au-delà de la première ligne. Et enfin, très rapidement, 2 études, c'est pas tellement pour se focaliser sur l'efficacité que sur les designs ou les propositions qui étaient un peu atypiques. Donc l'essai DAD, qui était le premier à proposer une association de 2 anticorps conjugués, donc toutes tumeurs confondues. Donc c'était pour les patients à partir de la deuxième ligne, une association de sacituzumab govitecan, donc un ADC qui cible TROP2, et l'enfortumab vedotin dont on vient de parler. Donc l'objectif principal était de trouver effectivement la dose la plus adaptée pour ce schéma. Donc finalement, la dose qui a été établie est la dose maximum de l'enfortumab à 1,25 mg/kg, et par contre une dose adaptée pour le sacituzumab govitecan avec un schéma J1, J8, J1 égale
J21, donc quand même énormément, alors là c'était les sous-groupes, pardon, donc pour la population initiale, des patients quand même très pré-traités, près de la moitié qui étaient en 3e ligne minimum, avec une atteinte viscérale hépatique dans un quart des cas, donc des patients assez graves, et en termes de toxicité, par contre, une toxicité non négligeable avec 70% de toxicité de grade supérieur ou égal à 2, donc quand même vraiment non négligeable dans des patients, chez des patients en 3e ligne minimum. Et par contre, un taux de réponse aussi qui semble très intéressant. Donc, il y avait quand même 23 patients, mais 20 sur 23 en réponse. Donc, un concept intéressant, mais pour des patients qui seraient très sélectionnés. Et un résultat, de toute façon, à prendre avec des pincettes. Si l'enfortumab est effectivement donné en première ligne, une association au-delà de la première ligne avec 2 ADC aurait moins sa place. Mais c'était intéressant sur le concept. Et enfin, donc à un stade par contre beaucoup plus précoce de la maladie, pour les tumeurs non infiltrantes, c'était l'étude d'un nouveau dispositif parce qu'on avait déjà eu des résultats de l'étude de phase 2 TOR2 qui démontraient le bénéfice de l'erdafitinib dans les tumeurs non infiltrantes, mais erdafitinib donné par voie générale. Parce que, rappelons-le, les altérations FGFR sont beaucoup plus fréquentes dans les tumeurs localisées que dans les tumeurs métastatiques. Donc ça a vraiment un intérêt de le proposer à des phases plus précoces du carcinome urothélial. Et par contre, les toxicités donc dans les CTOR2 étaient celles qu'on connaît de l'erdafitinib, mais parfois un petit peu difficiles pour des patients avec des tumeurs localisées non infiltrantes. Et là, cette étude présentait un nouveau dispositif d'administration intravésicale. Donc c'est le petit bretzel que vous voyez sur l'illustration, qui délivre en continu de l'erdafitinib pendant une durée environ de 3 mois. Donc il y avait 2 cohortes qui ont bénéficié de ce traitement, des patients avec des tumeurs non infiltrantes à risque intermédiaire et à haut risque. Donc, peu de données d'efficacité, la plupart des patients étaient encore en cours de traitement au moment de l'analyse. Ce qui est intéressant, ce sont les données de pharmacocinétique qui montrent que la concentration dans les urines était satisfaisante dans le range attendu et plutôt stable, alors que la concentration plasmatique est quasiment indétectable. Donc le profil de tolérance de ce dispositif est très très satisfaisant pour ce stade de la maladie. Donc c'est quand même une alternative intéressante à ce stade de la maladie et de la médecine de précision à un stade également très avancé. Merci beaucoup Natacha. Donc gros changement pour le carcinome urothélial métastatique, nouvelle classe thérapeutique dans le cancer du rein, donc une actualité très riche, dont certains résultats sont déjà publiés dans le New England, et puis on espère qu'on pourra accéder prochainement à tous ces nouveaux médicaments et aux associations. Alors on bascule maintenant sur la question du cancer de la prostate et on passe la parole au docteur Alice Bernard-Tessier. Merci. Donc on finit ce post-ESMO sur la prostate avec un bel ESMO qui méritait bien de affronter le froid et la pluie madrilène, avec tout d'abord dans le cancer de la prostate localisé, l'essai Radicals RT. Donc l'essai Radicals RT posait une question simple, celle de la radiothérapie post-prostatectomie, avec la question, faut-il traiter les patients par radiothérapie adjuvante directement après la prostatectomie chez les patients à haut risque de rechute ou attendre la rechute biochimique? On avait déjà les résultats de cet essai pour des critères de jugement secondaire et on a eu à l'ESMO les résultats du critère de jugement principal qui était la survie sans métastase. Donc ce sont des patients qui étaient traités par prostatectomie avec un haut risque de rechute, stade PT3, Gleason 7 ou supérieur, un PSA préopératoire supérieur à 10 nanogrammes par millilitre ou des marges positives. Et ils étaient randomisés 1 pour de la radiothérapie adjuvante dans les 5 mois après la chirurgie ou la radiothérapie de rattrapage comme le proposent les recommandations des différentes sociétés savantes. Au total, 75% des patients présentaient un stade T3 et 63% des marges positives. Au total, finalement, plus d'un tiers des patients avaient un risque de récidive important. Et comme le confirmaient les critères de jugement secondaire, eh bien le critère de jugement principal n'était pas atteint, avec pas de différence pour la radiothérapie adjuvante. Et cela se traduisait également en termes de survie globale, sans bénéfice de la radiothérapie adjuvante en comparaison avec la radiothérapie de rattrapage. En revanche, on a nettement plus de toxicité de la radiothérapie adjuvante, avec des toxicités génito-urinaires de grade 3. Et ça, dans les 2 ans après la radiothérapie, qui se prolonge au-delà de ces 2 ans. Donc clairement, on n'a pas de bénéfice sur une population non sélectionnée de proposer la radiothérapie adjuvante. Et surtout qu'à l'heure des imageries métaboliques,
tout le paysage thérapeutique de la radiothérapie de rattrapage est chamboulé. On attend les résultats des essais en cours. On passe au cancer de prostate métastatique. Et avant de partir sur les essais positifs attendus et les innovations, je voudrais juste pointer du doigt 2 essais négatifs, surtout parce qu'ils ont inclus plus de 600 patients dans chacun des bras qui testaient l'immunothérapie dans le cancer de la prostate au stade de sensibilité à la castration et au stade de résistance à la castration. Donc à gauche, pour le stade de sensibilité à la castration, Pembro plus Sansa versus placebo plus Sansa. Et à droite, résistance à la castration, Pembro plus Sansa versus placebo plus Sansa. Comme vous pouvez le voir, pas de différence de l'ajout du Pembro, quels que soient les sous-groupes et surtout le statut PDL1. Donc des essais négatifs qui confirment qu'il ne faut pas proposer d'immunothérapie dans le cancer de la prostate chez les patients non présélectionnés sur le plan moléculaire. On est un peu déçu de ne pas voir des résultats justement sur des sous-types comme CDK12 par exemple. En revanche, si l'immunothérapie, ce n'est pas très intéressant pour le cancer de la prostate, en tout cas à l'heure actuelle, eh bien, on a le lutécium PSMA qui clairement est efficace dans le cancer de la prostate. On a l'accès précoce du lutécium PSMA pour les patients atteints d'un cancer de prostate métastatique résistant à la castration pré-traité par hormonothérapie nouvelle génération et chimiothérapie par taxane. Et on a eu les résultats de l'essai tant attendu de PSMA fort pour le lutécium PSMA chez les patients naïfs de taxane. C'était donc un essai de phase 3 randomisé proposant chez les patients naïfs de taxane pour leur maladie métastatique, positifs sur le PET-PSMA, CRPC, pré-traité par hormonothérapie de nouvelle génération, une randomisation 1 pour 1 pour le lutécium PSMA, 6 cycles, ou le traitement standard qui était là, le changement d'hormonothérapie de nouvelle génération. Le crossover était permis pour tous les patients qui progressaient sur le plan radiologique avec une progression confirmée par une relecture centralisée. Au total, 92% des patients avaient un PET-PSMA positif, ce qui correspond à peu près à la population sur des patients plus avancés dans leur maladie. Et le critère de jugement principal était la survie sans progression radiologique par une relecture indépendante. Ce que vous pouvez voir à droite du schéma, c'est quand même que 84% des patients vont avoir le crossover et recevoir le lutécium PSMA à progression dans le bras standard. Cet essai est positif sur son critère de jugement principal avec un bénéfice de 60% sur la PFS, médiane de PFS de 12 mois pour le lutécium PSMA contre 6,6 mois pour l'hormonothérapie nouvelle génération. Donc clairement un bénéfice très fort en faveur du lutécium PSMA. En revanche, pas de bénéfice en termes de survie globale. Néanmoins, 84% des patients avaient reçu le crossover avec le lutécium PSMA. Donc, on prolonge la survie globale, mais on ne peut pas comparer puisque la majorité des patients ont reçu ce traitement. Et pour rajouter encore un message clé, c'est sur les taux de réponse avec plus de 50% des patients qui vont avoir une réponse de PSA de plus de 50%. Pareil sur le taux de réponse radiologique, 50% de réponse objective contre 15% pour l'hormonothérapie nouvelle génération. En revanche, sur la toxicité, pas de nouveauté. On s'attend toujours à cette xérostomie, l'asthénie, les nausées lors des injections et puis de l'anémie qui peut être prolongée après le traitement. Et puis pour finir sur une touche positive, on parle beaucoup des anticorps bispécifiques. On sait que ce sont des molécules prometteuses pour les tumeurs solides comme elles le sont pour les cancers hématologiques. Et vous en avez un exemple avec l'AMG 509 ou le xaluritamig, donc je vais rester sur l'AMG 509, qui testait un anticorps bispécifique anti-STIP1 pour les cancers de prostate métastatique résistants à la castration, pré-traités par hormonothérapie nouvelle génération et taxane. Donc STIP1, c'est une protéine surexprimée à la surface des cellules cancéreuses, dont les cancers de la prostate, donc surexprimée dans plus de 80% des cellules carcinomateuses de prostate, qui est associé à un facteur de mauvais pronostic. Et donc cet anticorps anti-STIP1 cible STIP1 et CD3, qui est un récepteur activateur du lymphocyte T. C'est une phase 1 assez courante avec une escalade de dose et puis une partie d'expansion dès que la dose est bien définie. Et comme je vous l'ai dit, c'est ces patients pré-traités par hormonothérapie nouvelle génération et des taxanes.
Dans la population traitée, je voulais noter quand même que 28% des patients avaient au moins reçu 5 lignes. 50% des patients avaient des métastases viscérales, dont 37%, le petit encarté rouge s'est décalé, 37% avaient des métastases hépatiques. Donc une population très lourdement traitée avec une maladie très agressive. Je vous épargne tous les schémas de dose. Au total, la dose retenue a été 1,5 mg IV toutes les semaines, avec un step-up dose qui est assez courant dans les anticorps bispécifiques, où on augmente progressivement la dose chaque semaine pour limiter la toxicité attendue de ces anticorps bispécifiques, qui sont les CRS, donc les syndromes de relargage cytokinique. Et comme on parle de syndrome de relargage cytokinique, on parle de toxicité. Et au total, sur tous les schémas de dose, eh bien, 55% des patients ont quand même une toxicité grade 3 reliée au traitement. Mais si on reprend sur la dose décidée pour la phase 2, eh bien, 20% des patients ont présenté un CRS de grade 2. Et ça, dans le premier cycle, et au fur et à mesure des traitements, les CRS s'amendent. Mais CRS de grade 2, ça reste quand même pas anodin, avec hypotension, hypoxie, nécessitant donc un remplissage de l'oxygénothérapie, donc souvent une unité de soins intensifs à proximité. Et puis, fait notoire aussi, c'est une toxicité non attendue, qui est probablement liée à la cible, qui est les myalgies et les troubles musculo-squelettiques, avec quand même 14% d'effets secondaires considérés comme sérieux. Néanmoins, avec cette toxicité, on a quand même beaucoup d'efficacité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de si belles réponses chez les patients pré-traités, lourdement pré-traités en dehors du lutetium PSMA, avec des taux de réponse sur le PSA de l'ordre de 60% pour le PSA de 50% et pour des réductions de plus de 90% du PSA chez 36%, avec une réponse objective de 41% chez des patients avec des métastases hépatiques et des médianes de réponse de 9,2 mois. Donc une molécule prometteuse. Après, toute la question, et je ne l'ai pas mentionné, mais ces patients qui n'avaient pas reçu le lutetium PSMA, donc dans quel paysage thérapeutique on va positionner ce traitement. Et puis surtout, il faut qu'on apprenne à gérer la toxicité des anticorps bispécifiques. Merci Alice, bravo. Félicitations à Karim Fizazi qui a porté l'étude PSMA fort également. Alors, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quelle échéance tu penses qu'on va pouvoir l'utiliser dans ce setting-là? J'ai pas la réponse. C'est vrai qu'on attend beaucoup de ce setting parce que pour l'instant, l'accès précoce, il est chez les patients pré-traités par docétaxel. Or, on a quand même une partie de la population qui ne peut pas recevoir le docétaxel et dont on sait que le lutetium PSMA pourrait être une très belle option à proposer à ces patients-là. Fantastique. Et puis cette nouvelle molécule, est-ce qu'on pourra y accéder bientôt en essai en France? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Les discussions sont en cours sur des phases 3, avec toute la discussion effectivement de comment on met en place ce genre d'essai et dans quel centre. Eh bien, fantastique. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour cette synthèse très claire et puis cette actualité enthousiasmante en géniteur urinaire, comme dans les autres tumeurs. Vous avez vu beaucoup d'essais practice changing. C'est le premier ESMO où il y a eu 6 New England le même jour et encore, ils ne sont pas tous sortis. Donc, c'est pour vous montrer aussi l'importance de ce congrès et la chance qu'on peut avoir maintenant de le décrypter ensemble. Alors, il me reste à vous remercier pour tout ce qui est dans la salle d'être resté jusqu'à maintenant. Remercier tous les laboratoires sans lesquels on ne pourrait pas faire cette soirée. Donc, merci beaucoup de nous permettre de se réunir pour digérer ensemble cette actualité. Et puis, je remercie l'ensemble des organisateurs, en particulier Audrey Péclier, Laurie qui a pris le relais ce soir et Karim Fizazi pour la coordination. Merci beaucoup.